Sur cette chaîne, je ne parle que des œuvres qui m'ont marqué, celles qui s'impriment et qui laissent des cicatrices. Alors très vite, j'ai pensé à faire une vidéo sur Cyberpunk Edge Runner, pour qu'on descende ensemble dans les tréfonds de Night City, pour vous montrer ce qu'il y a de cruel et ce qu'il y a de beau. Avant tout ce qu'on connaît, Cyberpunk c'était un jeu de rôle papier, créé par Mike Pondsmith en 98 sous le nom de Cyberpunk 2013. Mike Pondsmith c'est un créateur à l'univers sombre, qui a créé Cyberpunk en réaction directe à l'Amérique de Reagan. Étant afro-américain, il voulait un monde où ceux qu'on écrase dans la vraie vie peuvent enfin se rebeller. Night City est donc conçu comme une critique du capitalisme et de la marginalisation raciale. Une satire dystopique de son époque. Un monde où les mégacorporations ont remplacé les États, où l'identité est monnayée et l'humain est une marchandise. En 2013, CD Projekt Red, les créateurs de The Witcher, décident d'en faire une adaptation en jeu vidéo. Et ils ne sont pas à leur coup d'essai. Pourtant, quand Cyberpunk 2077 sort en 2020, c'est un désastre. Un jeu ambitieux, mais brisé par sa propre machine marketing. Les investisseurs ayant poussé pour sortir un jeu qui n'était pas prêt. Et c'est d'autant plus ironique quand on développe un jeu qui justement essaie de dénoncer ce genre de comportement capitaliste. Mais même au milieu des bugs et des demandes de remboursement, quelque chose fascine. Alors 2 ans plus tard, ils changent d'angle et confient leur univers à un studio japonais, le studio Trigger. A vrai dire, le développement de l'anime avait commencé en 2018, soit 2 ans avant la sortie du jeu. Un pari risqué donc, mais Cyberpunk Edge Runner a été acclamé par la critique, remportant plusieurs prix, dont l'anime de l'année 2023 au Crunchyroll Anime Award. La série a aussi contribué à relancer l'intérêt pour le jeu, augmentant significativement ses ventes et son nombre de joueurs. Le résultat est donc radical, une série de 10 épisodes, rapide, violente et humaine. Trigger, connu pour ses explosions et ses exagérations visuelles, a ici livré une œuvre unique, qui a su trouver son public. Night City n'est pas simplement un décor, c'est une entité vivante, une matrice cannibale. Dans le jeu, on la découvre lentement, quartier par quartier. On écoute les passants, on prend des photos, on s'attarde. Mais dans Edge Runner, la ville t'avale d'un coup. Et le studio Trigger traduit cette violence avec son langage habituel. Des coupes hystériques, saturation poussée à l'extrême, focale distordue, flou, stroboscope. Chaque plan est une crise d'épilepsie orchestrée. Et dans cette jungle de verre et d'acier, ce ne sont pas les États qui décident, mais les méga-corporations. Arasaka, Militech, Kangtao, elles ne vendent pas des services, elles vendent des dieux, des croyances, des illusions. Le capitalisme y est une religion, les temples des buildings et les prières des abonnements. Dans Cyberpunk 2077, Night City est une arène, un terrain de jeu. Mais dans Edge Runner, c'est un piège. Chaque panneau publicitaire est une insulte. Il te dit que tu n'es rien et que tu dois devenir plus. Trigger comprend tout ça et ne fait pas de la ville que le théâtre de son histoire. Il la filme comme une hallucination. On sent l'influence directe de l'animation expérimentale japonaise, mais aussi du cinéma de Tsukamoto ou du manga Blame. Night City, c'est ce que devient le monde quand on confond progrès et prédation. Un miroir noir de nos mégalopoles, un délire sous acide orchestré comme un opéra funèbre. Edge Runner est un rail de coke, court, intense et fatal. 10 épisodes seulement, aucun remplissage et aucune sous-intrigue inutile. Le scénariste principal, Yoshiki Usa, vient du studio Gainax. Il a notamment bossé sur Promare et FLCL. Et il a une obsession, écrire des personnages en déséquilibre constant. Des gens qui foncent vers leur perte, mais avec style. Et dans Edge Runner, ce déséquilibre devient une structure. Une montée continue, sans plateau, sans pause. Tout est écrit en miroir et les épisodes se répondent. Entre Main et David, par exemple, le parallèle est brutal. À quelques épisodes d'écart, on les voit suivre les mêmes rails. Les tics de langage de Main deviennent ceux de David. Ses implants, David finit par porter les mêmes. C'est un écho, un avertissement, car la mort de Main est là pour annoncer la chute de David. La série est construite comme une tragédie grecque, on connaît la fin, mais on la redoute quand même. Et des parallèles comme ça, il y en a entre tous les personnages. David vise le sommet de la tour Arasaka, espérant y trouver sa place. Lucy, elle, regarde la lune, espérant y trouver la paix. 2 trajectoires, mais un seul besoin, s'élever loin d'ici. Lucy d'ailleurs, parlons-en. Elle est la première main tendue vers David, mais c'est une main blessée. Lucy est inspirée de Motoko Kusanagi, la protagoniste de Ghost in the Shell. Mais là où Motoko était une femme affirmée, Lucy est une jeune adulte fracassée. Sa voix est posée, son corps est fort, mais son regard est mort. Et c'est ce contraste qui fonctionne. Un personnage qui respire le sang-froid et l'envie de liberté, mais qui est toujours à 2 doigts de s'effondrer. Lucy n'est d'ailleurs presque jamais cadrée en pleine lumière. Ses rares scènes lumineuses sont rêvées. Sinon, elle est toujours filmée dans l'ombre, dans la nuit, ou dans des tons froids, bleus et violets. Son nom, Lucy, évoque pourtant la lumière. Mais à Night City, ça ne suffit pas.
Mais au milieu du chaos, c'est vers David qu'elle se tourne. Entre eux, pas de confession dramatique, pas de grandes déclarations, seulement des gestes, des silences et une fuite en avant. Leur relation naît dans un monde où l'intimité est un luxe et où l'amour est une faiblesse. Leur romance est un sursis, un battement de cœur au milieu du bruit de la ville. Elle lui offre une raison de se battre, et lui un instant où elle peut enfin cesser de fuir. Mais Night City ne laisse jamais le temps d'aimer. Une phrase qui résonne comme une supplique, mais aussi comme un deuil à venir, parce qu'ils savent tous les deux que ça ne durera pas. Cette histoire d'amour n'est pas un espoir, c'est un cri étouffé. Un amour qui aurait pu naître ailleurs, dans un autre monde, mais qui ici ne pouvait que s'éteindre. La bande-son de Edge Runner est un contrepoint à la frénésie visuelle de l'anime. Si la ville hurle, la musique, elle, pleure. Il n'y a d'ailleurs pas qu'un seul compositeur pour la série. On peut par exemple citer Martin lui là. Voici tous les gens ayant participé à la musique sur la série. Mais la plus grande partie des OST nous est offerte par Akira Yamaoka, qui est connu pour les musiques de Silent Hill. Il reprend ici cette signature, mais teintée d'une mélancolie cybernétique. Dans plusieurs OST, les sons industriels sont mêlés à des motifs musicaux organiques. Un contraste fort, comme une humanité prisonnière de machines. Mais ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est ça. Ce morceau, issu à l'origine de la bande-son du jeu, a pris une nouvelle dimension dans l'anime car il accompagne les scènes les plus iconiques. Pourtant, à la base, il n'avait pas du tout été pensé comme thème principal. La musique de Edge Runner fonctionne comme un murmure permanent dans le chaos. Elle vient rarement en avant, mais quand elle surgit, elle brise le rythme. Et la BO mêle différents genres. Synthwave, lofi, pop, punk, rock, ambiant industriel. Chacun associé à des moments précis. Même musicalement, Edge Runner applique la logique du monde qu'il dépeint. Fragmenté et instable. Le titre de la série, ce n'est pas Cyberpunk Héros ou Rebelle, mais Edge Runner. Ce n'est pas une série qui parle de ceux qui survivent, mais de ceux qui se consument. Et c'est la mort de David qui marque la fin de son tourment. Il ne meurt pas parce qu'il échoue, il meurt parce qu'il y a cru. Parce qu'il a voulu être spécial, unique, fort. Parce qu'il a voulu survivre à Night City en jouant selon ses règles. Le Sandevistan, dès le premier épisode, était une condamnation. Un outil militaire trop puissant pour David. C'était son premier pas vers la chute. Et chaque amélioration cybernétique l'a éloigné un peu plus de lui-même. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Juste un corps d'acier et de chrome et un regard vide. C'est d'autant plus marquant que dans les animés, on est habitué aux shonen, qui nous disent que croire en nos rêves est suffisant. Que si on le veut assez fort, on peut changer notre étoile. Alors quand lui-même dit qu'il est spécial, on y croit. En tout cas, on a envie d'y croire. Mais au bout du chemin, il est trop tard. Et David implose une fois arrivé au sommet. C'est exactement ce que Lucy voulait éviter, mais c'est ce que David est devenu. Il a cru qu'en devenant plus fort, il pourrait la protéger. Mais à force de vouloir être invincible, il a oublié que Lucy ne voulait pas d'un héros. Elle voulait juste partir, s'échapper. Et quand il meurt, elle n'est même pas là. A l'origine, la fin devait montrer Lucy poser une fleur sur sa tombe. Mais Imayashi, le réalisateur, a refusé. Il trouvait ça trop sentimental. Il voulait une fin plus sèche, plus violente. Que la série ne pleure pas pour toi. Et que ce soit toi qui pleures. Seul. Cyberpunk Edge Runner est une élégie, une chanson triste pour un monde qui ne s'écoute plus. Alors je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, et peut-être que la prochaine fois, je parlerai de quelque chose qui se finit bien.